Petite indication par rapport au programme qui était annoncé, nous avons résolu ensemble de considérer qu'il s'agissait moins de fiction de guerre strictement que de récits de guerre, du témoignage à la fiction, avec des allers-retours et des enchevêtrements que nous allons découvrir au fil des prises de parole. Donc il sera question d'épreuves de guerre, d'images, d'écriture et de pensée de la guerre à travers 4 écritures neuves que nous vous invitons à découvrir. Je voudrais d'abord, pour entrer en matière et faire le lien avec les 2 journées qui ont précédé, avec la journée d'hier qui a précédé, pour ceux d'entre vous qui étaient là, mais aussi pour ceux qui arrivent, 2 liens qui me semblent importants. Le film hier soir, Elles étaient en guerre, m'a frappé par le rythme, le souffle qui le portait. D'un côté, le caractère massif, extrême, écrasant de la guerre totale, de la machine de guerre, de la propagande de guerre aussi qui s'impose, du haut vers le bas, des élites militaires et politiques vers la société civile, des hommes vers les femmes et les enfants, de l'avant vers l'arrière. Et face à ce tsunami écrasant que le film démontre de façon extraordinaire, on se trouve face à un climat irrespirable et prennent relief particulièrement face à ces puissances de mort et d'indifférenciation. Dans ce paysage dévasté, émergent des visages singuliers, des visages de femmes belles, rêveuses, pensives, mais aussi des femmes d'action, des femmes en armes, des femmes qui s'emparent de l'écriture comme d'une arme sous divers modes et qui joignent le geste à la parole. Alors, c'est le premier point. Je pense que la littérature s'adresse précisément à cette singularité des voix, des attitudes, des gestes, et nos auteurs vont nous en parler tout à l'heure. Deuxième point que j'aimerais faire de mise en lien avec ce qui s'est dit hier, c'est l'intervention de Françoise Thébault, historienne, hier, qui a évoqué la variété des écrits des femmes en guerre. Écriture de journal, lettres, articles, manifestes, textes collectifs. Dans la guerre, donc, la question qui se pose est peut-être celle de quel souffle adopter par rapport à cette violence du souffle de la guerre, du souffle des bombes, dont Ori Mizrahi, tout à l'heure, nous a donné un écho. Reprise du souffle et reprise aussi à distance, avec la distance du temps, de ce temps de l'événement traumatique que l'on interroge, que l'on ait vécu la guerre par sur le mode d'une expérience directe, immergée dans la guerre, ou bien dans la distance de la transmission familiale et de la recherche d'une écriture qui se confronte à cet héritage et à cette longue histoire des guerres en amont. Alors donc, un petit mot sur nos auteurs que Frédéric Magé a déjà présentés. Je crois qu'il faut avoir d'abord à l'esprit, avant de les entendre les unes et les autres, que nous avons justement une grande variété de types d'écriture. Avec Danielle Michelchi, c'est une lettre adressée à une personne qu'elle va nous présenter tout à l'heure, lettre à Zora D, publiée en 2012. Avec Catherine Laurent, à ma droite, c'est un récit qui évoque la Seconde Guerre mondiale, alors que Danielle Michelchi évoque la guerre d'Algérie, dont on a parlé un petit peu tout à l'heure dans le film consacré à Germaine Tillion. Et nous allons faire un retour amont ainsi dans le temps de la guerre d'Algérie vers la Seconde Guerre mondiale, puis vers la Première Guerre mondiale, avec 2 auteurs qui ont écrit sur ces questions, dans l'ordre du récit narratif, mais non pas sous forme de roman, mais sous forme de nouvelles. Marilyn Martin, auteure de Les Dames du chemin, ouvrage qui a reçu déjà plusieurs prix, paru en 2012, le prix des lecteurs de la ville d'Aumale, et puis un autre, Marilyn, dont j'ai oublié le prix de la femme renard à Lozerte. Voilà, et ouvrage qui en est déjà sa 2e réimpression, n'est-ce pas, depuis 4e réimpression depuis 2012, et qui évidemment prend un sens et un relief particulier dans le contexte de l'année de commémoration du centenaire de la guerre de 14-18. Écriture de nouvelles, et puis avec Nicole Caligaris, une œuvre littéraire de plus longue haleine, entamée à peu près à la fin des années 90, et une œuvre littéraire faite de romans, de récits de voyage, de dialogues avec les artistes, peintres, dessinateurs, qui à travers le temps ont écrit sur la guerre, ou ont donné lieu à une écriture de la guerre chez Nicole Caligaris, depuis son premier roman intitulé La scie patriotique,
la scie patriotique. Hélas, tellement difficile à trouver que pour un livre aussi fondamental à Paris, il faut courir à la réserve centrale des bibliothèques de Paris. On trouve des choses magnifiques dans les réserves centrales de Paris, je vous signale. Paru en 1997 au Mercure de France, éditeur chez qui Nicole Caligaris a fait paraître d'autres ouvrages. Et puis c'est autour d'un autre livre qu'on aura l'occasion de s'entretenir avec elle tout à l'heure, Les Hommes Signes, que vous trouvez sur le laitable à côté du salon. Les Hommes Signes paru en 2007 chez les éditeurs Absten et Bobance, éditeurs parisiens que je vous recommande. C'est un ouvrage dont elle va nous expliquer tout à l'heure comment peut-être il est né, mais je vais d'abord commencer par l'expérience directe de la guerre et la question de la lettre à Zoradé que Daniel Michel Chiche va nous présenter comme elle le souhaite. On avait dit qu'on lisait un petit extrait, et peut-être que je vais lire la première page, juste la première page, pour vous donner le ton, et puis vous allez entrer dans le sujet avec moi de ce fait. Madame, donc le livre s'appelle Lettre à Zoradé, et Zoradé c'est Zoradrif, je vais vous expliquer après. Madame, le 30 septembre 1956, en fin d'après-midi, habillée en élégante jeune femme européenne, vous vous êtes dirigée vers le centre-ville d'Alger. Dans votre sac de plage, vous transportiez la bombe que vos camarades avaient préparée et qu'ils vous avaient chargé de déposer au Milk Bar, un glacier populaire de la rue d'Isly, forcément bondé en cette veille de rentrée des classes. Ce même 30 septembre 1956, ma grand-mère m'avait emmené manger la dernière glace des vacances au même Milk Bar. C'est ce jour-là que vous avez choisi, madame, pour passer à l'acte, un acte forcément meurtrier. Vous aviez 22 ans, j'allais en avoir 5. Par ce geste, j'ai été privée de ma grand-mère, dont j'étais la petite fille unique et que j'adorais, et de ma jambe gauche, dont j'ai très rapidement appris à me passer. Par ce geste, vous êtes devenu un personnage incontestable de la guerre d'Algérie, et la petite fille qui mangeait une glace s'est trouvée embarquée dans un tout autre destin que celui qui lui était réservé. Par cet acte, vous avez commencé votre carrière de femme politique. À cette date, j'ai, en survivant, commencé une vie nouvelle. Nos vies ont basculé en même temps. C'est ainsi que, sans que nous nous soyons jamais rencontrés, nous nous connaissons. Pour moi, la route a été longue, parfois tortueuse, en tout cas toujours dense et intense. Pour courir sans tomber ni se cogner la tête, il vaut mieux éviter de regarder en arrière et aller de l'avant, ce que j'ai toujours fait. Aujourd'hui, j'ai décidé de raconter ce que j'ai fait de ce que vous m'avez fait. Et vous êtes, madame, la destinataire naturelle de cette lettre. Donc, c'est un récit, mais ce n'est pas qu'un récit, c'est une lettre. J'ai utilisé le procédé de la lettre, et c'est ce qui m'a permis d'écrire. C'est pour ça que j'ai écrit si tard, probablement, parce que je n'avais pas trouvé le procédé avant. C'est pas que j'avais envie avant, mais quand j'ai trouvé ce procédé, j'ai pu écrire. C'est d'écrire. D'abord, c'est un écran entre vous, les lecteurs, et moi. Ce n'est pas à vous que je raconte mon histoire, mais c'est à elle, cette femme qui a fait mon histoire, ou en tout cas qui a été actrice d'un épisode important de mon histoire. Et donc, en écrivant cette lettre, je peux à la fois faire le récit, mais pas seulement le récit, et aussi, dans un deuxième temps, faire un vrai questionnement sur le terrorisme, donc utiliser Camus, Les Justes, rappeler Germaine Tillon, ce que je fais, qu'on a vu tout à l'heure, rappeler l'intervention de Germaine Tillon, et en gros poser la question, reposer à Zoradrif la question que Camus posait en 1949 dans Les Justes, est-ce que la fin justifie tous les moyens ? Puisque, j'en conviens, politiquement, la décolonisation était non seulement inévitable, mais nécessaire. Donc je ne discute pas ça. Je n'ai pas non plus de colère qui teinte mon texte et ma réaction. C'est plutôt, à partir de cette expérience que j'ai vécue, un questionnement plus général sur le terrorisme aveugle. Oui, merci Daniel Michel Chiche. Alors, votre livre est à la fois un livre adresse, un appel à Zoradrif. C'est le geste d'une femme auquel vous répondez par un geste d'écriture. Donc, le geste de la pose de la bombe auquel répond, avec 50-60 ans d'écart, le geste d'écriture. C'est un livre de protestation, on le sent dans votre livre. Vous retracez votre parcours d'enfant touché par un geste de mort. Vous avez tué
rappelez-vous, à Zoradrif. Et c'est aussi un livre de questions à l'adresse de Zoradrif. Comment puis-je saluer ce geste sans vous redonner le fer pour me battre? Est-ce que vous pourriez nous lire juste ce petit moment de la page 100 qui me semble fondamental pour montrer que, bien entendu, il s'agit de ne pas accorder une admiration inconditionnée aux gestes terroristes dont nous avons aujourd'hui tant d'illustrations prolongées. Oui. Comment puis-je saluer ce geste sans vous redonner le fer pour me battre? Comment la militante que je suis pourrait-elle s'associer au concert de louanges des féministes qui célèbrent votre courage, qui qualifient votre engagement d'admirable? Voilà bien qui met en garde contre les admirations inconditionnelles et qui incite à la nuance des convictions. Oui, j'admire les femmes qui osent, celles qui bravent les tabous, celles qui embrassent des rôles nouveaux jusque-là réservés aux hommes. Le sang de la guerre, précisément, a de tout temps été celui des hommes, mais j'aime mieux qu'il le reste. Je préfère penser que le sang des femmes, c'est celui du ventre, celui qui donne la vie. Qu'au même âge que vous, et dans les mêmes circonstances, je m'en serais tenue à un engagement pour des idées et que je ne me serais pas mis de ce sang-là sur les mains. Je vous aurais voulu debout sur des barricades, déclamant des harangues, entraînant des foules dans le mouvement inéluctable de l'histoire. Je vous aurais voulu passionnariat, mais vous avez tué. Finalement, parce que vous représentez dans l'histoire des femmes, vous brouillez les pistes de ce à quoi je crois et vous brouillez la voie de ma sérénité. Vous n'êtes décidément, madame, pas du tout celle que je voudrais. Merci. Je voudrais tout de même faire un lien entre le livre de Daniel Michel Chiche et le rôle face à la violence de la guerre ou l'intervention ponctuelle de la fiction dans la vie comme ressort de survie. Est-ce que vous voulez en parler spontanément Oui, en fait, c'est à travers les livres. Enfin, quand on est une enfant immobilisée, qu'on ne peut pas aller jouer à la marelle, etc., tout naturellement, on se tourne vers les livres. Enfin, en tout cas, moi, tout naturellement, on m'a proposé des livres et je les ai dévorés. Donc, c'est comme ça que la fiction est entrée dans ma vie et que finalement, ça me permettait de franchir les murs de la chambre et de m'échapper. Et après, de rêver, de tisser d'autres toiles. Oui, cet autre monde des lectures, on va le trouver ensuite dans le livre de Catherine Laurent. Et cela met en scène la question des gestes des enfants dans vos livres, qui sont, je crois, quelque chose sur lequel on n'a pas encore beaucoup parlé. Mais comment les enfants font-ils la guerre en dehors de ce mouvement d'entraînement qu'on a vu très bien illustré dans le film d'hier? Et donc, cet autre monde des livres, c'est aussi une aspiration à un autre espace, n'est-ce pas? Un ailleurs, un mouvement constant dans votre livre, une aspiration à un autre lieu, dans l'avion qui vous conduit en France et où vous marchez pour la première fois. En France, pendant mai 68, où vous marchez avec les féministes, etc. Alors, je propose que l'on passe, on reviendra à d'autres points plus tard, à l'ouvrage de Catherine Laurent, qui s'intitule « Il est parti », publié à la Cause des livres en 2007. Alors, je dois rappeler que c'est le deuxième livre de Catherine Laurent, qui a publié au préalable en 2002 au Seuil un ouvrage saisissant qui s'appelle « Les Criants » et qui évoque, sur un mode narratif, fictif, son expérience de la clinique psychiatrique. Il y a des liens entre ce livre et celui dont nous allons parler aujourd'hui, que je laisse en lisière pour aujourd'hui, bien sûr. Ce livre, il est parti, dites-vous, Catherine Laurent, c'est un récit librement inspiré par les événements de la fin de la guerre qui ont eu lieu dans la région du Havre, entre Le Havre et Sainte-Adresse, ville bombardée, comme on sait, très brutalement par les Alliés durant la Seconde Guerre mondiale. Alors cette question du souffle et de la recherche d'un souffle dans cette situation d'urgence, comment s'est-elle déployée pour vous, puisque c'est un récit non pas rétrospectif pour le coup? Peut-être que je peux juste situer un tout petit peu l'histoire. Donc nous sommes en 1944, en début septembre. Les Alliés Paris a été libéré, les Alliés sont à la porte du Havre, et mon récit se situe au Havre et à Sainte-Adresse, qui est un ancien petit village de pêcheurs dans le prolongement du Havre. Jeanne, qui est le personnage principal, vit avec ses 3 enfants à Sainte-Adresse
dans une petite maison qui est située derrière le fort où sont retranchés les Allemands. Et elle a décidé de ne pas évacuer, de ne pas partir. Elle a décidé de rester. Et ça fait 5 ans qu'elle attend. Son amour est parti au moment de la mobilisation. Et on est au bout des 5 ans. Elle attend son retour comme beaucoup d'autres. Et c'est en fait, ce récit, c'est le récit d'une fatigue de tout. C'est-à-dire la fatigue d'avoir à de nourrir ses enfants, se nourrir elle-même, la fatigue d'attendre, l'attente, elle attend, elle est épuisée qu'on ne la touche plus, qu'on ne la caresse plus, elle est épuisée d'avoir à chercher tout le temps ses enfants partout, qui partent dans des endroits interdits. Par exemple, Gilles, le fils aîné, fragile, part au phare, là où travaillait son père, là où sont les Allemands. Donc elle prend son vélo, elle part dans la nuit le chercher. C'est l'histoire d'une fatigue, c'est l'histoire d'une douleur maternelle, en fait. Ce que j'aime bien quand j'écris aussi, c'est de tomber sur des correspondances, parce que je me suis appuyée aussi sur des faits historiques. Je ne suis pas du tout historienne, mais il y a l'histoire du Niobé, qui est un cargo qui était situé dans le port du Havre. Ils ont pris beaucoup de gens se sont mis dedans. Le Niobé est parti, enfin, je vous raconte ça rapidement. Le bateau a été bombardé, et après, quand j'ai fait une recherche en me demandant mais pourquoi ça s'appelle le Niobé, je me suis aperçue que dans la mythologie, Niobé c'était la fille d'Amphion, elle avait eu 7 fils, 7 filles, tout le monde avait été tué, elle avait été, je vous la fais courte, changée en statue de sel, pas en statue de sel, en pierre, et il y avait 2 larmes qui coulent de ses yeux, et c'est l'image de la douleur maternelle. Voilà. Je relis. Alors, ce livre, qu'est-ce qui me relie à ce livre? Bien sûr, c'est ma mère, qui était ambulancière au Havre pendant la guerre, mais ça me relie, je veux dire, sa douleur qu'elle a gardée jusqu'à la fin. Voilà, ça me relie, mais c'est une fiction, hein, elle n'avait pas d'enfant. Donc, si vous voulez, je peux vous lire un tout petit morceau. Si j'ai le temps. Au début de la guerre, Jeanne, aidée par ses voisins qui sont partis depuis, a creusé un abri dans le jardin. Large de 2 mètres et de la hauteur de Josse, c'est le petit Josse, on peut y tenir à 6. Ils préfèrent tous ce trou humide aux abris collectifs où les gens s'entassent des heures durant, immobiles, les coliques au ventre. Tous, sauf Gilles, qui ne supporte pas les portes fermées, les rideaux tirés, l'obscurité. Petit, lorsque Jeanne oubliait d'allumer sa veilleuse, il parlait d'un ogre qui allait le manger et le garder en prison dans son ventre. Aujourd'hui, dans le trou du jardin, il transpire. La sueur plaque ses cheveux et trempe sa chemise. Il dit que les hommes ne sont pas faits pour s'enfoncer dans la terre comme les crabes ou les vers, et qu'ils préfèrent mourir à l'air libre plutôt que d'être enterrés vivants. Gilles a besoin d'espace, d'horizon. Il faut qu'il voie loin. Si Jeanne avait écouté son fils, il serait déjà mort sous les bombardements. Que dans ce livre douloureux, qui fait sentir par un récit au présent la dramatisation jour à jour, c'est une sorte de chronique de la vie familiale, racontée à la 3e personne, il y a une dramatisation très sensible parce que l'écriture de Catherine Laurent est très économe. Ce sont des phrases courtes, ce sont des séquences qui se succèdent avec des blancs. Et on tend à une écriture poétique, et l'indétermination qui entoure la succession des séquences est extrêmement suggestive pour le lecteur. Et je dirais, pour accompagner sa lecture et l'horizon poétique un petit peu vers lequel finalement le livre nous conduit, comme pour le Niobé retentit la mémoire culturelle ancienne, c'est un récit dans lequel on trouve le rappel d'autres récits. L'arche de Noé que racontait le père à ses enfants, le récit du faux naufrage que Josse demande à sa mère de lui raconter une fois de plus. Et donc il y a des récits de récits qui naissent en pleine guerre. Donc
cette émergence du récit dans le temps de la guerre et dans l'oppression de la guerre est quelque chose d'extraordinaire à observer. Et puis j'aimerais citer l'épigraphe que tu as choisi pour ce livre. C'est un vers de Pierre-Jean Jouve, poète qui a d'ailleurs écrit sur cette période douloureuse, extrait d'un ouvrage qui s'appelle Le paradis perdu. Et le motif du paradis perdu est tissé dans le livre parce que le paradis désigne, si mes souvenirs sont bons, c'est le phare qui est situé sur la terre ferme, tandis que les enfers sont en pleine mer et le purgatoire est au bord de la côte. Donc il y a tout ce motif déjà qui construit une géographie des lieux face à la mer, puisque vous savez que le Havre est le promontoire ouest de la France, en Normandie, face à l'Angleterre. Et j'aimerais citer ce vers parce qu'il me semble faire écho aussi à d'autres motifs du livre. Un vent noir enlève le jardin comme une plume. Alors c'est le vent noir de l'histoire, mais comme Catherine Laurent me l'a confié hier, l'amour des lieux havrais qu'elle connaît depuis l'enfance, ayant fréquenté la maison familiale attachée à ses souvenirs, le goût de la mer, cette exploration du jardin avant qu'il soit enlevé, avant les bombardements de terreur annoncés par les Canadiens, résiste à cette oppression et à cette attente. Et il y a des pages que je trouve magnifiques d'évocation de bord de mer. La mer se promène et observe les galets, les algues et les tourbillons de désordre qui sont comme des appels à la mémoire de ce qui se passe, évidemment, puisqu'on est en état de siège et on est dans une situation obsidionale. C'est un moment où Jeanne se dirige vers la mer et elle marche à côté de son vélo. Et elle observe les bateaux de guerre qui sont dans le port. Son regard se pose sur la ligne éphémère qui sépare le sable sec du sable mouillé. Entre les grappes de varech, le souffle du vent soulève les grains de sable et les fait courir à ras du sol. Elle ralentit, fascinée par les arabesques de ces minuscules particules qu'elle ne voit jamais retomber, puis elle s'arrête. Un tourbillon, localisé entre les galets, chasse les algues à cet endroit. Une main invisible dessine des lettres sur le sable, des lettres aussitôt emportées par le vent. Une chaleur comme une bouffée de désordre la traverse. Voilà, c'est un récit poignant que je vous invite à lire. J'aimerais souligner encore un point important avant que l'on évoque une autre écriture narrative qui est celle de Maryline Martin. Ce sont des phrases que je trouve magnifiques, très sobres, de Catherine Laurent, qui ponctuent ces scènes descriptives où elle donne la parole aux enfants, décrit les gestes de la mère attirant ses enfants contre elle pendant les bombardements pour les inviter à respirer, et des formules que j'ai trouvées saisissantes à la lecture, comme celle-ci. Au moment où le fils Jos, âgé de 7 ans, entre dans l'abri, sanglote, la narratrice écrit « On ne comprend plus rien. On ne comprend plus l'enfant qui bégaye dans ses sanglots. » Et, passage à la ligne, Jeanne cherche des phrases, des gestes. Et c'est un leitmotiv de ce livre. Et puis aussi, dans cette attente angoissante de la menace des bombes qui peuvent ressurgir d'un instant à l'autre en traversant la ville, l'état d'urgence aussi vécu par les enfants dans leur corps qui changent de lit, et la mère commente, ou la narratrice, encore une chose à laquelle on pensera après. Donc c'est un livre qui se propose non pas comme un livre de commentaires mais sur la guerre, mais qui décrit des scènes et qui nous ramène à cette expérience sensible de cet état d'urgence que vivent les corps, que vivent les êtres au fil des pages donc, et au fil du temps. Je vous propose que Maryline Martin évoque à son tour son livre. C'est un recueil de nouvelles, et peut-être que, Maryline, vous pouvez expliquer comment le livre s'est construit, recueil de 11 nouvelles. C'est avant tout un devoir de mémoire. J'ai pris rendez-vous avec un personnage de ma famille que je n'ai pas connu, qui était mon grand-oncle, le mythe de héros de Verdun. Pour la famille, il était mort à Verdun, il n'y avait pas de corps. Et moi, grâce aux nouvelles technologies, je me suis rendu compte qu'il avait une fiche matricule sur la fiche matricule où il était marqué « tombé mort pour l'ennemi ». Et il était enterré non loin de Cerny-Arrenois. Il avait fait le chemin des Dames. Il était mort le 16 avril 17 au chemin des Dames. Donc j'ai voulu lui rendre hommage. Je me suis rendue sur cette tombe. J'ai fait le pèlerinage de la mémoire. Et devant cette tombe, je me suis promis de faire quelque chose de cette mort. Puis en faisant des recherches, je me suis aussi aperçue que les femmes avaient tenu un rôle important dans cette grande guerre, qu'elles étaient le trait d'union entre l'arrière et le front,
et j'ai voulu aussi en parler. Donc mon livre s'appelle Les Dames du chemin, en mémoire de ce grand-oncle mort au chemin des dames, et en mémoire de toutes ces femmes qui ont attendu un fiancé, un frère, un mari. Voilà. Et, que dire d'autre? C'est pas la guerre qui m'intéresse, c'est comment on fait pour rentrer dans le XXe siècle sous pluie de feu, d'acier, la boue, le sang. Moi, je me souviens que depuis que j'ai 14 ans, je ne peux m'empêcher de lire un par un le nom de ces gens, de ces jeunes gens qui sont morts. C'est ma façon à moi de leur rendre vie, c'est ma façon à moi de ne pas les oublier. Voilà, c'est avant tout un devoir de mémoire. Je ne suis pas historienne. On m'a fait la remarque aussi que j'étais assez jeune pour écrire sur le sujet, mais je me dis que j'ai toute légitimité d'écrire sur le sujet. Voilà, voilà, c'est ma façon à moi de rendre hommage. Oui, alors je crois, Marie Martin, que vous avez notamment trouvé une forte inspiration dans les livres des historiens, à la lecture de Françoise Thébault, à la lecture de Évelyne Morin-Rotureau qui ont parlé hier. Oui, j'ai été très attentive à ce qu'elles ont pu dire, et puis j'ai aussi retrouvé au visionnage du film, aussi du documentaire qui est passé hier soir, beaucoup de choses qui font résonance dans ce livre, effectivement. Mais les lectures de Françoise Thébault et de Madame Morin-Rotureau ont nourri aussi mon écriture, mais j'ai aussi puisé dans des auteurs dont vous parlez, dont on ne trouve plus trace, mais qu'à la réserve centrale, comme Léon Frappier, comte de la Maternelle, un monsieur qui était connu en son temps et qui a fait la guerre, ou aussi Édouard Hennequart, qui était un poète qui a fait la guerre et qui a aussi nourri mon écriture. Effectivement, ce sont des fictions, à part la première nouvelle éponyme, Les Dames du chemin, c'est l'histoire de mon grand-oncle qui fait sa guerre et qui va mourir à l'âge de 20 ans. J'avais très peu de choses, j'avais très peu de matière, j'avais qu'un cadre et ses médailles, mais et puis j'ai aussi, grâce à Internet encore, à la nouvelle technologie, j'ai tenu un blog avec mes lectures sur 14-18, et j'ai reçu un témoignage d'un monsieur dont le grand-père avait fait la guerre, mais dans le même régiment et dans la même compagnie que mon grand-oncle. Alors ça a été une décharge émotionnelle accrue, et ce monsieur s'en était sorti avec une jambe en moins. Mais il avait pu, de son vivant, consigner ses mémoires. C'est assez rare parce que les rescapés ne témoignaient très peu, ne s'autorisaient pas sauf dans des carnets, mais s'autorisaient peu à verbaliser ce qu'ils avaient pu vivre. Et donc tout ça a été consigné sur des cassettes. On m'a transféré ces témoignages sur CD, et j'ai pu ainsi nourrir, grâce à la parole d'un poilu qui avait fait la guerre avec sans doute mon grand-oncle, nourrir cette première nouvelle. Alors, ce qui est frappant dans la démarche de Marie-Louise Martin, vous le sentez, c'est que cette écriture qui a quand même conduit à une écriture de fiction, ou en tout cas d'imagination de la guerre, à travers différentes figures que vous évoquerez peut-être, c'est que l'écriture se renoue réelle, sans cesse, et à la mémoire de la guerre. Et je crois que vous faites des lectures actuellement de cet ouvrage en différents lieux, auprès de jeunes gens dans les écoles. Dans les lycées aussi. Puis, il s'agissait de redonner chair et couleur, disiez-vous, oui, à cette guerre en noir et blanc. Effectivement, quand on pense à la guerre de 14, maintenant un peu moins parce qu'on a des documentaires qui sont colorisés, mais souvent les gens, quand je peux m'exprimer ainsi, ils pensent que la guerre 14 c'est noir et blanc, et puis il pleut toujours, hein. Mais ils ont vécu la guerre aussi en été et au printemps, enfin les mois à défiler et les saisons aussi. Et c'est vrai qu'on a du mal à s'imaginer, ces jeunes gens, ils étaient en couleur. La guerre, que l'époque était en couleur. Enfin, voilà. Et voilà. c'est assez, Je crois que parmi nos écrivaines ici présents, vous êtes celle qui va le plus loin dans la recherche d'une exactitude historique. Oui. Comme j'explique souvent, c'est qu'on ne peut pas mettre d'abord un mot pour à la place d'un autre. On ne peut pas écrire sur le sujet pour faire joli. On ne s'exprime pas début XXe siècle comme on peut s'exprimer maintenant. Et puis comme moi je ne suis pas historienne, mais j'ai voulu faire un travail de qualité et d'être au plus proche de la vérité. Donc j'essaye d'être didactique, mais d'employer les mots justes. Et quand je parle d'un uniforme, s'il est kaki, il ne peut pas être vert de gris. Enfin, il faut que ça soit par respect d'abord pour le lecteur, et puis alors on peut dire que la recherche dans le langage, les termes oui, de parce 14, oui aussi, parce que dernièrement j'ai pu lire un livre contemporain sur le sujet
où l'auteur parlait de fête de fin d'année pour Noël. Non, pour moi c'est les étrennes, il n'y a pas de fête de fin d'année. Voilà, je ne pense pas qu'à Noël 14 ils avaient cœur à fêter, voilà, ils attendaient plutôt les soldats, on leur avait pensé une guerre courte, ils pensaient rentrer aux vendanges à Noël, mais non, Noël ça continue, et voilà, il y aura d'autres Noël. Et cependant, la force de votre écriture, c'est une écriture poétique de la nouvelle, c'est-à-dire un art du court-circuit narratif qui rapproche, par exemple, un chanteur en civil d'un événement tragique de la guerre, la perte de son visage et la disparition de sa gorge qui le prive de son organe, n'est-ce pas, de vie. Et vos nouvelles sont bâties sur ces effets de saisissement, une sorte de poésie de l'horreur, énonce votre préfacier, qui touche beaucoup à la lecture et qui, à mon avis, est un des ressorts très, très marquants de votre livre et qui donne un ressort poétique. Alors j'aimerais que l'on passe à Nicole Caligaris, parce que chez Nicole Caligaris, l'écriture de la guerre ou l'écriture à partir de la guerre ne part pas nécessairement peut-être de la pensée de la guerre, mais de dessin, par exemple, comme pour votre premier livre, La scie patriotique. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, en fait, à quoi renvoie la dédicace? C'est un livre à 2 au départ, mais qui a donné lieu à une fiction extraordinaire qui part de 4 ou 5 dessins, si j'ai bien compris. Oui, c'est la petite histoire du livre. C'est que c'était un projet avec un artiste qui s'appelle Denis Poupeville et qui avait fait des dessins. C'est un artiste qui travaille la peinture, mais qui travaille aussi beaucoup le dessin, la gravure. Et il avait fait des dessins à la mine de plomb. Et il m'avait dit, ben voilà, choisis des dessins si tu veux, et on va faire un ouvrage ensemble. Donc j'avais été dans son atelier et j'ai choisi un certain nombre de dessins qui n'ont absolument aucun rapport avec la guerre. Mais voilà, ce que j'avais sans doute à dire à ce moment-là, moi, ça avait rapport avec la guerre. Bon, voilà, ça c'est pour l'histoire. Peut-être juste, je pourrais vous dire par rapport aux communications de mes camarades, c'est que moi, ma guerre n'est pas du tout située. Celle de la scie patriotique n'est pas la guerre de 14. Ça évoque la guerre de 14, ça évoque la guerre de Bosnie. Mais mon travail littéraire n'est absolument pas situé dans le temps ou dans l'espace. Moi, ce qui m'intéresse, c'est une dimension anthropologique. On l'a vu un peu dans la communication à propos de Simone Veil. On ne peut pas faire, on aimerait, on a cru dans le progrès, et même au XIXe siècle, on a même cru que le progrès technique se confondait avec le progrès de la civilisation. Et le XXe siècle est venu démontrer brillamment et avec éclat que le progrès technique ne pouvait pas se confondre avec le progrès de l'humanité, le progrès de la civilisation. C'est ça qui m'intéresse. Moi, la guerre, c'est quelque chose, c'est terrible à dire, mais je crois que c'est une des expressions humaines. Et je vais chercher cette énigme-là. Comment ça se fait? J'ai évidemment qu'une question, et c'est cette question qui fait travailler mes textes. Mais cette barbarie est sans doute intrinsèque. Elle est sans doute une des forces de notre civilisation. Quand je dis civilisation, je ne veux pas parler de notre culture, je veux parler de la civilisation de l'homme, de l'homme qui tente de se civiliser. Et mes livres sont traversés par cette tension-là. Et c'est un peu comme si on était sur une scène de théâtre. Ce qui compte pour moi dans la littérature, c'est pas le témoignage. Je crois que la littérature ne saurait témoigner. Mais je crois que ce qui est capital, ce qui est crucial dans la littérature, c'est que, exactement comme pour le théâtre, on joue. On parlait du jeu d'enfant, voilà. Mes textes littéraires, c'est ça, c'est le jeu d'enfant. Et je ne crois pas que les garçons jouent à la guerre parce qu'ils miment les adultes en guerre. Je crois qu'ils jouent à la guerre parce il nous faut, hélas, jouer à la guerre. Et mes livres sont travaillés par... C'est pas qu'ils racontent ça, mais c'est que ça produit quelque chose dans le langage. Ça produit une expérience dans le langage. Oui, j'ajouterais que dans vos écrits, Nicole Caligaris, donc dans La scie patriotique est un roman, une fiction donc décontextualisée, où les noms des personnages résonnent aussi de réminiscences culturelles ironiques. Par exemple, il y a un soldat qui s'appelle Hilaire qui ramène une fille Hilar.
Il y a un frère aumônier complètement égaré, illuminé, on dirait un personnage de Pasolini. C'est absolument extraordinaire la capacité visionnaire de votre écriture. Et vous mettez en scène des personnages qui sont à la limite du rire. Il y a un autre soldat qui s'appelle Rigaudon, qui nous rappelle bien évidemment Céline. Et puis il y a cet officier militaire qui s'appelle Septime Sévère, figure d'empereur romain. Donc on sourit bien entendu de toutes ces réminiscences. Mais ça décolle de ces référents historiques parce qu'on passe vite et qu'on est happé par le rythme de la lecture. Et ça tend à la fable. Et au retour de la fable, de la même façon qu'on l'a vu pour Niobé. C'est-à-dire que l'écriture de la guerre est aussi ce travail de mémoire que vous faites dans l'écriture, ce souci de creuser cette mémoire sur un mode interrogatif qui revient dans Les Hommes Cygnes. Est-ce que vous pouvez nous en parler de cet autre livre plus tardif, 2007 ? Oui, Les Hommes Cygnes, c'est tout autre chose, c'est un essai. Donc là, c'est pas une fiction, c'est une réflexion, une sorte de... Comme ça se pratique en littérature, c'est-à-dire que c'est une rêverie, mais une rêverie qui est plutôt dans la réflexion et dans la pensée. Alors peut-être que je vais lire un petit passage pour vous expliquer le propos. Lors de la cérémonie de signature du traité de Versailles, le protocole avait disposé sur le parcours officiel, dans la galerie des glaces, 5 soldats français en ligne, de façon que la délégation de l'Allemagne vaincue, en passant devant eux, ne puisse manquer de les voir. C'étaient 5 mutilés de la face. Ils avaient été placés là, écrit Audouin Rousseau, à titre de protestation muette contre la guerre, de reproche vivant à ceux qui l'avaient déclenchée, c'est-à-dire, comme le traité l'affirmait, à l'Allemagne. Et il rapporte ce mot énorme de Clémenceau à leur adresse. Je cite Clémenceau. « Vous étiez dans le mauvais coin, ça se voit. » Je me demande ce que ce mot signifie, ce qui se voit au juste sur le visage de ces hommes. Donc c'est une sorte de rêverie-réflexion à partir de cette anecdote et des images d'un peintre qui est beaucoup plus tardif, qui s'appelle Jean Fautrier, et qui, lui, a été se réfugier pour échapper à la Gestapo en 1943 dans la maison de Chateaubriand, à côté de Châtenay-Malabry, enfin à Châtenay-Malabry, plutôt à côté d'un bois où étaient fusillés des jeunes communistes résistants. Et pendant toute cette année, 1943, Jean Fautrier a peint dans une matière de peinture extrêmement épaisse, mais tellement épaisse que ça met des mois et des mois à sécher, donc à se figer au fond, des images de visages humains, mais c'est pas tellement représentatif du visage, c'est juste quelques traits, c'est à peine une esquisse. Et c'est dans des teintes qui rappellent les teintes de la terre, des feuilles mortes, etc. Et voilà, donc je me promène entre les visages dessinés par Fautrier, les visages de ces hommes mutilés de la face, et voilà, et j'essaie de faire une sorte de voyage là-dedans. J'aimerais vous citer, pour illustrer la démarche de Nicole Caligaris, un propos qui nous touche tous, parce que nous sommes tous à la fois en état de sidération devant la guerre, en même temps habités par la mémoire des signes qui nous sont parvenus, et aujourd'hui encore, et ces 2 derniers jours, particulièrement sollicités, avec des échos, des réminiscences, des images, des mots, des souvenirs, et bien sûr, ce sentiment aussi d'une démesure entre, encore une fois, le caractère massif des guerres et en même temps notre présence dans ce désastre et la possibilité de l'écriture qui naît de cela, de cette situation-là. Nicole Caligaris écrit également à la page 13 dans Les Hommes Cygnes « J'ignore beaucoup ». Et cet isolement de vestiges, des tableaux dont on ne sait pas forcément comment ils sont nés tout à fait, de Jean Fautrier. Cette figure des soldats devant l'hôpital avec le personnel médical et cet homme qui se tourne ailleurs, qui sort du champ ou qui regarde vers le hors-champ. Comment le comprendre ? Nicole Caligaris écrit « Cet isolement de vestiges, de figures détourées, cette séparation d'avec ces circonstances me la rendent
la photographie de groupe, ou l'œuvre de Jean Fautrier, ou les dessins à la mine de plomb de Poupeville, fascinante. Cette photo, c'est un mythe, un récit canonique dépassant de loin les lois du document historique. Il faut que je réponde? Non, je veux dire que ça illustre tout à fait. Alors c'est la question des hommes signes. Les guerres nous font signe. Peut-être un mot du titre. Cette anecdote sur les mutilés de la face, ce qui m'a frappé vraiment, ce qui m'a empoigné, c'est que le protocole utilise la personne comme véhicule d'information, comme véhicule d'un message. Donc la face ravagée par la technique mise en œuvre dans cette guerre devient le support d'un message, ça devient un signe, ça n'est plus la face de telle ou telle personne, c'est un signe que le gouvernement français envoie à la délégation allemande. Et c'est à partir de ça que j'ai commencé, voilà, c'est ça qui a été déclencheur, de la même façon que vous avez les femmes tondues de 1945, la tonsure et le fait qu'elles devaient ensuite porter pendant un certain temps ce crâne nu était un signe. Et donc utiliser la personne, le corps humain comme signe, ça je crois que le corps de l'homme, instrument, c'est ce qui commence à germer dans cette guerre de masse qu'est la guerre de 14 et ce qui va se déployer d'une façon tout autant, sinon bien davantage tragique et odieuse pendant le génocide des Juifs de la Seconde Guerre mondiale. Je pense que sur ce point, vous rejoignez une préoccupation de Marilyn Martin, qui évoquait tout à l'heure cette stupéfaction devant le siècle qui commence. C'est-à-dire que ce qui nourrit votre écriture, c'est un commencement qui ne cesse de recommencer aussi comme objet d'interrogation, de stupéfaction, de nécessité d'écrire, de saisissement corporel qui vous étreint et conduit à l'écriture, qui est en même temps un geste de mise à distance. Est-ce qu'on peut évoquer un peu cette dimension-là du travail d'écriture ? Moi, ce qui m'intéressait, tout ce que je disais tout à l'heure, c'est tous ces rendez-vous manqués avec la vie, tous ces hommes brisés, comme vous pouvez le dire, ces mutilations physiques, mais tous ces soldats qui revenaient sans en revenir vraiment, avec des blessures psychologiques. Moi, je pense aussi à ces soldats de la honte décrits par Jean-Yves Le Naour, ces soldats victimes du vent d'obus, les shells choqués qu'on appelait en Angleterre, toutes ces soldats qu'on pensait qu'ils étaient des simulateurs, mais ils avaient eu tellement peur devant cette guerre, enfin ils n'arrivaient plus à gérer leurs émotions. Ça, j'ai voulu aussi en parler. Et puis je pense aussi à tous ces soldats qui revenaient avec des blessures plus intimes et qui n'arrivaient pas à exprimer, et que la vie, ils étaient obligés de continuer de vivre. Et puis ces soldats les gueules cassées, qui n'avaient plus place dans cette société, puisqu'ils rappelaient la guerre, et qu'après la guerre, eh bien, on voulait oublier et on voulait se changer les idées, mais eux, ils étaient là. Et je pense au général Picot qui a créé des maisons, les gueules cassées, les blessés de la face, pour qu'ils puissent se reconstruire. Et voilà, c'était une sorte de ghetto, mais ils étaient là pour apprendre à revivre et à vivre ensemble aussi. Ce que je voudrais ajouter, pour revenir aussi à la dimension de négociation avec cette guerre, négociation, interrogation, à travers la langue ou à travers donc la recherche des mots, trouver une langue, ou bien la rencontre avec l'image qui donne lieu à l'écriture. Je voudrais citer un autre passage qui me semble intéressant. Vous êtes toutes des femmes de lettres, journalistes, écrivains, et en même temps ayant parcouru d'autres univers professionnels. Et je trouve très intéressant de faire observer que vous avez senti la nécessité d'un geste littéraire parmi d'autres gestes qui sont vos gestes de vie, aussi divers soient-ils. Et donc je voudrais citer ce propos qui clôt Les hommes signes de Nicole Caligari, simplement comme proposition pour vous donner la parole. Le nom est la monnaie d'échange du souvenir, un jeton qui doit se glisser dans le cours des choses sans arrêter le temps. Il y a du masque lisse dans le mot, posé sur le grumeleux d'un événement, sur l'absolument singulier, sur le chaos.
pas de commentaires sur, sur ma propre phrase. Alors j'ajouterais, le mot est une arrivée. Le mot est une arrivée. Il y a ce déplacement dans l'espace que provoque l'écriture, cette mise à distance, mais aussi peut-être un déplacement de soi avec l'écriture. Le mot est une arrivée, c'est le traité qui signe la reddition de l'informe, de la précipitation, de l'abandon à l'imprévisible et du pouvoir laissé au temps. Mais l'arrivée contient le départ et tout le trajet parcouru. Je trouve que ces mots de Nicole Caligaris traduisent un peu cette démarche qui a consisté à aller vers l'écriture, mais aussi qui se prolonge au-delà de vos livres. Est-ce qu'on peut parler des prolongements et de ce travail de reprise de votre écriture qui se poursuit? La lettre peut-être à Zora Drief qui a donné lieu à une tentative de rencontre avec Zora Drief en particulier. Oui, d'abord, j'avais envie de dire, mais parce que moi je parle d'une guerre plus récente qu'on n'a pas encore vraiment digérée, ni dans la mémoire collective, ni dans les mémoires individuelles. La guerre, c'est la guerre. Ça a l'air tout bête comme ça, mais la guerre, ça veut dire de la souffrance et encore de la souffrance. Donc, il faut faire attention à la mise en mots qui embellit et qui transpose la souffrance en œuvre d'art, entre guillemets. Voilà, fin de la parenthèse. Alors moi, oui, des suites du livre, donc cette lettre Zora Drief, je ne vous en ai pas dit grand-chose, à part qu'à 22 ans, voilà, elle a fait ce qu'elle a fait. Elle est maintenant vice-présidente du Sénat algérien. Elle a eu une carrière politique depuis toujours. Et elle est donc encore en activité. Elle n'a pas accusé réception de la lettre, que je ne lui ai pas envoyée personnellement, évidemment, mais elle n'a pas accusé non plus personnellement réception de la lettre. Nous nous sommes croisés à des manifestations, notamment pour le cinquantenaire de l'indépendance de l'Algérie. Nous avons été invités ensemble. À Marseille, à Paris, enfin dans plusieurs endroits, et à chaque fois, elle a refusé de me parler. Non, d'ailleurs, que j'ai envie de refaire l'histoire avec elle, puisque c'est pas du tout mon propos, mais peut-être d'échanger, d'élever le débat 50 ans après, et de réfléchir ensemble, ce qui serait intéressant, au terrorisme qui sévit toujours, puisque si on ne va pas refaire l'histoire, on peut peut-être se projeter dans aujourd'hui et demain. Donc elle a toujours refusé de me répondre. Elle a, d'ailleurs, aux rencontres de Blois de l'année dernière, où nous étions théoriquement invités ensemble, et où elle avait dit qu'elle venait. Elle n'est pas venue finalement, puisqu'elle a été souffrante. Et l'organisateur du débat a proposé que je reste à côté d'une chaise vide et que je parle juste avec la salle. Et j'avais trouvé que c'était très intéressant d'avoir cette chaise vide. Du coup, après, j'ai écrit une espèce d'épilogue qui n'a pas été publiée, mais qui est une lettre à la chaise vide, où finalement, je lui dis, puisqu'on ne peut pas parler, je veux au moins parler à une chaise, c'est peut-être plus intéressant. Néanmoins, elle a publié son autobiographie en décembre 2013, ses mémoires de combattante, et elle dit dans la préface que c'est en réponse à un colloque qui a été un grand colloque organisé par Marianne et un quotidien algérien qui a été organisé à Marseille pour célébrer le cinquantenaire de l'indépendance de l'Algérie. C'est en réponse à toutes les horreurs et les mensonges qui ont été dits à ce colloque qu'elle a éprouvé le besoin d'écrire ses mémoires. Donc c'est aussi une forme de réponse. C'est une forme de réponse par éditeur interposé. Et surtout, peut-être je prends encore une minute, mais son chef, le chef du FLN de la zone autonome d'Alger, Yassef Saadi, dont on a vu tout à l'heure dans le film d'Augustin Barbara mention et photo. Donc son chef m'a contacté. C'est un vieux monsieur aussi, tous ces gens-là, voilà, c'est un vieux monsieur de 87 ans qui m'a contacté, qui déjà à l'époque était sensible aux arguments de Germaine-Tillon, il faut arrêter la violence contre les civils, et donc il voudrait maintenant qu'on fasse un documentaire tous les deux pour raconter cette histoire commune et apporter probablement, enfin j'espère, on en est au premier balbutiement, mais en tout cas une réflexion commune sur le terrorisme, qui serait donc l'ouverture que ce livre aurait apporté. Je mets tout ça au conditionnel parce que j'ai espoir que ça se fasse, mais enfin il est très âgé aussi, et voilà. Donc des gestes se font écho, pas forcément sur les terrains où on les attend, tout à fait. Et donnant lieu à de nouvelles écritures qui peuvent être autrement modulées sur le mode théâtral pour la lettre à la chaise vide, sur le mode du documentaire filmique. Et donc c'est cette
comment dire, dissémination des signes par écho, relais de gestes entre hommes et femmes, entre artistes, entre écrivains et vivants, que je trouve saisissante à l'occasion de cette rencontre, particulièrement bienvenue dans ces rencontres. Souhaitez-vous ajouter ? Je voudrais juste vous dire que maintenant qu'on a discuté tout ça, on va passer au vrai sujet. Le vrai sujet, c'est le départ du père Ubu pour la guerre. Raconté par la mère Ubu, qu'il était beau avec son casque et sa cuirasse, on aurait dit une citrouille armée. Et moi, alors attendez, il faut que je retrouve ma ligne. Et elle, relations publiques, à elle revenait la solennité, devant les caméras, de lui passer sa panoplie, la cuirasse, le baudrier, le haume, le gantelet, la cotte de maille, le satané petit bout de bois qui ne tenait jamais tout entier dans sa poche et dont il ne voulait se séparer pour rien, sous prétexte qu'il faisait son image. Je m'arrête là. Voilà. Une note en écho à la tonalité ironique aussi des écrits de Rachel Mizrahi, dont Ori tout à l'heure nous a fait lecture, et pour vous annoncer que Nicole Caligaris est là pour vous présenter donc son plus récent livre qui va être présenté dans les librairies tout autour de la France, j'imagine, et ailleurs, qui s'intitule Uburoi, dont elle vient de nous lire un extrait. Et par ailleurs, bien entendu, Marie Martin, Daniel Michel-Chiche et Catherine Laurent sont également là, d'une part pour entendre vos questions, et ensuite échanger avec vous autour de leurs livres dans la salle d'à côté où leurs livres figurent. Je vous remercie, nous vous remercions.